le Mac Culture, Anne Lépine. Bonjour à tous. Le Mac Culture de cette semaine est placé sous le signe de l'audace et du partage. En effet, je vous propose de découvrir avec Nicolas de Villiers, son président, l'actualité du Puy du Fou, mais surtout tous ses projets pour les années à venir. Dans la deuxième partie d'émission, Guénaëlle Barusso, rédactrice en chef aux éditions du Puy du Fou, nous fera découvrir cette nouvelle filiale du Puy du Fou et son magazine Le Panache, qui en un an compte déjà plus de 10 000 abonnés. Bonjour Nicolas de Villiers, vous êtes le président du Puy du Fou. Alors, une année record pour le Grand Parc, mais en disant cela, j'ai l'impression de me répéter que finalement chaque année est une année exceptionnelle au Puy du Fou. Alors écoutez, j'espère que chaque année ne se répète pas, c'est ça la joie de notre passion, c'est que chaque année est un nouveau record en effet parce que nous franchissons des nouveaux caps. Mais c'est vrai que le record de cette année a une saveur particulière parce que c'est la première fois qu'un site de loisirs privé en France franchit la barre des 3 millions de visiteurs. Donc c'est un record non seulement historique pour le Puy du Fou, mais c'est un record de manière générale dans l'histoire finalement des sites de loisirs en France. Ça n'était jamais arrivé auparavant. C'est pour ça que, en effet, même si nous cherchons chaque année à battre le record, nous avons la joie cette année de vivre une année spéciale. J'ajoute que, vous savez, l'objectif pour nous, ça n'est pas la course aux chiffres, mais c'est vraiment la course à l'émotion. Et ce qui est important pour nous, c'est que chaque visiteur, chaque spectateur du Puy du Fou reparte avec une joie singulière dans le cœur. Alors, outre le record de fréquentation en 2005, il y a eu en 2005, ça a été marqué par la création du Puy du Fou édition, dont nous allons peut-être parler en deuxième partie d'émission, donc avec Guénaëlle Barusso, la rédactrice en chef du Panache. Pour l'instant, on reste avec vous, Nicolas de Villiers. 2025 a été également marqué par le lancement de la chasse au trésor Excalibur. Avez-vous des retours sur finalement la progression des joueurs? Où est-ce qu'ils en sont dans leur recherche et est-ce qu'ils avancent au rythme que vous aviez imaginé? Absolument, c'est un succès extraordinaire que cette chasse au trésor que nous avions lancée il y a un an autour de l'idée de trouver une épée Excalibur et l'objectif de cette quête ne peut s'accomplir qu'à condition de répondre à des énigmes, de dénouer un certain nombre de mystères que l'on peut dénouer de chez soi d'ailleurs parce qu'il s'agit d'acheter en fait un coffret que vous avez à la maison et qui finalement permet une aventure familiale ou une aventure entre amis. Donc nous avons aujourd'hui des milliers et des milliers de joueurs, nous avons des centaines de milliers même de messages échangés sur les forums de ces aventuriers qui se sont lancés dans la quête. Donc c'est un succès formidable qui permet d'une certaine façon d'amener le Puy du Fou à la maison. Et oui, la chasse au trésor continue à progresser et beaucoup d'aventuriers pensent avoir déjà trouvé des réponses à une partie des 12 énigmes qui les mèneront au trésor. Et alors cette course, on peut entre guillemets la prendre en cours de route, c'est-à-dire qu'il fallait ne pas louper le départ ou tout le monde peut à nouveau acheter ce kit de départ? Eh bien, très bonne question. En vérité, vous pouvez parfaitement prendre la course dès maintenant, c'est-à-dire que vous pouvez rejoindre en cours de route l'aventure parce qu'il n'y a pas de chronomètre qui court. En fait, celui qui va trouver le trésor sera celui qui aura débrouillé, j'allais dire, les énigmes et qui en aura percé le sens. Donc, si vous êtes plus rapide que les autres concurrents à trouver le sens, alors vous aurez rattrapé votre retard sans problème. Donc il n'y a pas tellement de retard puisque le temps n'est pas compté. Vous pouvez parfaitement commencer la chasse au trésor dès maintenant. Alors passons à 2026. Vous avez annoncé le retour de Noël au parc du Puy du Fou. Ça va être sous quelle forme cette fois-ci? Eh bien, c'est un Noël qui va mettre le parc du Puy du Fou aux couleurs de Noël et nous aurons à la fois une thématisation très, très nourrie du parc pour être dans le dépaysement de Noël. C'est un moment qui est très familial dans lequel on attend aussi toutes les décorations de Noël, bien sûr. Et puis, nous aurons la joie aussi de jouer un spectacle qui prendra place dans l'un de nos grands théâtres. Il s'agira de l'Arène gallo-romaine, dans laquelle nous pourrons présenter un spectacle de Noël dédié. Donc, c'est quasiment la totalité du parc qui va pouvoir jouer ces spectacles à Noël, mais avec cette thématisation à la fois dans le parc, dans les spectacles et aussi dans nos restaurants, pour vraiment retrouver cette ambiance de Noël
qui est quelque chose que nos visiteurs réclament depuis des années parce que nous avions autrefois ouvert à Noël. Oui, c'est ce que j'allais vous demander finalement. Rien à voir avec le spectacle qu'on avait l'habitude de voir autour effectivement de l'évangile. C'était de l'Apocalypse. Non, c'était de Jean. Le mystère de Noël. Oui, c'est ça, le mystère de Jean. Oui. Alors le mystère de Noël, qui était construit comme un mystère au sens médiéval du terme, c'est-à-dire vraiment une forme de représentation très spectaculaire avec beaucoup d'acteurs, vous retrouverez ce principe-là. Ce sera une autre forme de mystère au sens médiéval là encore, mais c'est un spectacle qui va en effet mettre en scène beaucoup d'acteurs et aussi des animaux, etc. et qui va nous emporter dans l'histoire originelle de Noël. Et donc, ça sera l'occasion, là encore, d'un voyage et d'un dépaysement. Alors ça, c'est pour Noël 2026. Et est-ce qu'en 2026, on verra également le premier départ du Grand Tour ? Eh bien, écoutez, nous l'espérons beaucoup et en tout cas, nous travaillons activement pour cela parce que le Grand Tour est un projet qui nous tient beaucoup à cœur. Il s'agit de faire découvrir la France. C'est ce que j'allais vous dire. Peut-être pour nos auditeurs, repréciser un peu ce que c'est que le Grand Tour. Eh bien, voilà, expliquons-le, vous avez raison, c'est un train 1900, c'est-à-dire vraiment l'âge d'or du train, que nous reconstruisons à l'identique de ce que pouvaient être les trains de cette époque-là, qui étaient des trains dans lesquels tout était soigné. Vous voyez, on a un peu oublié avec la modernité et le souci de l'efficacité utile, on a oublié l'esthétique. Et vous voyez, nous avons voulu retrouver l'esprit d'une époque, la belle époque dans laquelle les trains n'échappait pas à la règle de l'esthétique en toute chose, et donc tout est extrêmement léché dans sa décoration extérieure, intérieure. Le train accueillera un peu plus de 40 passagers dans 22 cabines. Nous aurons une voiture restaurant, une voiture bar, et puis bien sûr tout ce qu'il faut pour cuisiner à bord. Et l'objectif pour nous, c'est de faire découvrir la France à travers un voyage de 5 jours qui va partir le lundi matin de Paris, qui arrivera le samedi matin de retour à Paris. Et dans ces 5 jours, presque 6 d'ailleurs, nous aurons la joie de découvrir des hauts lieux français, qui sont les merveilles françaises, qui sont la cathédrale de Reims, les hospices de Beaune, le palais des papes d'Avignon, la cité de Carcassonne, le bassin d'Arcachon. Vous voyez, plein de lieux comme ça, je pense à Chenonceau aussi. Bien sûr, le Puy du Fou sera aussi une de nos étapes. Et en fait, ça sera l'occasion de, à chaque fois, découvrir des morceaux absolument lumineux de la culture française à travers ses paysages, sa culture, sa géographie, son histoire, sa gastronomie aussi. Et donc, c'est un voyage dans toutes les composantes de ce qui fait la France, de ce qui fait l'art de vivre à la française, avec pour idée un principe simple, que vous soyez français ou que vous soyez étranger, eh bien, ce que nous espérons déposer dans le cœur de nos voyageurs, c'est que c'est un amour de la France qui soit incarné par les rencontres et par les visites qu'ils auront pu faire au cours du voyage. Alors ça, on espère, voilà, premier départ, espérons-le, pour 2026. Alors, grande innovation en 2027, là, le Puy du Fou va à la rencontre de son public et va partir en tournée avec un grand spectacle sur les mousquetaires qui sera présenté dans les grandes villes de France. Est-ce que c'est parce que finalement, le Grand Parc est saturé ? Pas du tout. Pas du Puisqu'on tout. on part de records, donc au bout d'un moment, où est-ce que vous allez mettre vos spectateurs ? C'est vous qui allez à leur rencontre ? Non, rassurez-vous, nous avons bien la possibilité en Vendée, là où nous sommes, de nous développer et de développer le parc avec des nouveaux spectacles qui verront le jour dans les années qui viennent. En l'occurrence, l'intuition d'un spectacle de tournée, elle vient de cette idée très KPDP d'ailleurs, que je paraphrase d'une formule de Paul Féval dans le Bossu qui dit « Si tu ne viens pas à la Gardère ira à toi ». Vous voyez, donc si tu ne viens pas au Puy du Fou, le Puy du Fou ira à toi, pour paraphraser ce héros de Paul Féval. Et en réalité, l'intuition, elle est de rendre visite à nos visiteurs dans leur ville, là où ils sont. On a sélectionné un certain nombre de villes qui, pour nous, sont des choix du cœur, parce que ce sont des villes qui ont une vraie vie culturelle et qui ont un public qui va, nous pensons, apprécier non seulement le Puy du Fou quand beaucoup de gens de ces villes sont déjà venus au Puy du Fou, mais aussi l'apprécier quand ce seront des spectateurs qui n'ont jamais vu le Puy du Fou. Donc le spectacle, c'est une grande épopée de 2 heures, inspirée bien sûr de cet univers du KPDP, du grand siècle, le temps des
mousquetaires. Et c'est évidemment une aventure pleine de rebondissements, de surprises, où le spectaculaire, qui est une signature du Puy du Fou, conduira à une véritable émotion, à d'ailleurs une succession d'émotions profondes, mais une grande émotion, parce que l'objectif de notre spectacle, c'est bien sûr de toucher les petits et les grands avec une belle histoire qui, là encore, fait aimer cette période absolument magnifique, magistrale et peut-être un peu fondatrice d'ailleurs de ce qu'est l'art de vivre à la française. Vous dites les petits et les grands, mais finalement, qu'on soit venu déjà au Puy du Fou ou qu'on espère y aller ou qu'on n'y aille jamais. Finalement, ce spectacle, c'est pas parce qu'on a été au Puy du Fou qu'on dit il est pas pour moi parce que j'ai déjà vu, ou inversement, c'est parce que j'ai vu ce spectacle sur les mousquetaires que je n'ai pas besoin d'aller au Grand Parc. Exactement, c'est-à-dire que notre objectif, c'est aussi d'aller chercher un public qui n'est jamais venu et qui va se dire tiens, mais moi le Puy du Fou, j'en ai entendu parler, j'ai très envie d'y aller, j'ai pas eu l'occasion. Le spectacle va être une sorte d'avant-goût qui va me mettre en appétit pour venir visiter le Puy du Fou. Mais en soi, ce que nous voulons, c'est que le spectacle soit une joie suffisamment profonde, intense et puissante pour qu'il se suffise à lui-même. Donc c'est vraiment un enjeu et un défi artistique pour nous qui est formidable, celui de sortir de notre périmètre habituel, de nos sentiers battus, j'allais dire, et puis d'aller sur les routes de France. C'est une autre logique que de construire des spectacles pérennes comme nous pouvons le faire dans un parc. Et c'est ce que nous aimons, c'est nous créer nous-mêmes nos propres contraintes, parce que vous savez, comme dit l'adage, l'art n'est de contraintes et meurt de liberté. Il faut donc accepter et se soumettre aux contraintes pour pouvoir être plus créatif. Donc nous sommes extrêmement impatients de présenter ce spectacle qui, je peux vous le dire, déjà en coulisses, avance à très grande vitesse. Vous dites sortir un petit peu effectivement peut-être de vos sentiers battus. Justement, vous sortez aussi des frontières puisque en 2029, vous avez annoncé que le Puy du Fou s'installe en Angleterre. Alors, comment vous faites finalement le choix d'un autre pays Vous décidez d'ouvrir un parc, c'est justement en fonction de la richesse de son histoire. L'Angleterre, vous avez choisi pourquoi l'Angleterre ? Alors d'abord l'Angleterre, nous sommes aujourd'hui dans ce qu'on appelle un processus de manière technique qui est un processus de validation de notre projet parce que nous attendons que l'administration britannique, auprès de laquelle nous avons déposé un dossier très complet de demande de permis de construire ce projet, eh bien nous attendons que cette administration, et cela va prendre plusieurs mois, valide la possibilité pour nous de le bâtir. Donc tant que nous n'avons pas le feu vert, on ne sait pas encore si on va pouvoir s'installer en Angleterre. Et pour vous répondre, en effet, nous avons fait le choix de l'Angleterre, comme nous regardons d'autres pays en Europe, parce que c'est un pays qui a une histoire extrêmement riche. C'est un pays qui a une histoire très inspirante avec des figures ou avec des événements historiques qui sont l'occasion de mise en scène formidables. C'est un pays aussi qui actuellement, parlons du public du XXIe siècle, eh bien, a soif aussi de spectacles. Les Britanniques sont très friands de spectacles. Vous savez, les comédies musicales britanniques à Londres marchent très bien. Nous, c'est un autre style de spectacle. C'est justement cela qu'on veut apporter en Grande-Bretagne. Et donc, nous avons un public qui, là, nous le pensons, est particulièrement enclin à aimer ce que nous créons. Et nous voyons aussi le public britannique dans notre parc en France ou dans notre parc en Espagne, et nous voyons que c'est un public qui est très enthousiaste lorsqu'il voit nos spectacles. Donc l'Angleterre est effectivement une géographie qui nous paraît naturelle à explorer et dans laquelle il était naturel d'allumer une petite lumière Puy du Fou. Voilà, donc vous attendez plus que les bonnes signatures. Côté cinéma, est-ce que le Puy du Fou film a des projets après Vaincre ou mourir? Est-ce que là, il y a encore des idées qui germent de ce côté-ci? Alors, des idées, il y en a beaucoup. Mais la difficulté dans le cinéma, c'est de véritablement trouver le bon scénario pour faire un film et ensuite de convaincre avec ce scénario des distributeurs. Et donc ça prend du temps, c'est un processus long. Le cinéma français oscille entre des succès et parfois des certaines difficultés parce que ça n'est pas une science exacte, c'est un art. Et donc il n'est pas toujours évident de remplir les salles. Donc nous sommes aujourd'hui à pied d'œuvre pour proposer à des distributeurs des scénarios de films et ils sont actuellement en cours d'écriture et cela prend le temps qu'il faut parce que nous pensons que il ne faut
pas écrire en 3 mois sur un coin de table. Un scénario de film, si on le veut, qu'il soit à la hauteur de l'exigence qu'au Puy du Fou nous nous fixons chaque jour, il faut qu'il soit écrit dans le temps long, qu'il soit mûri, qu'il prenne en compte non seulement les éléments historiques qui peuvent nous inspirer des histoires, mais aussi la nécessité du rythme et du langage particulier du cinéma. Et donc tout ça va nous mener, nous l'espérons en effet, à présenter des projets de films dans les années qui viennent, mais qui devront être, c'est en tout cas le sens de notre démarche, des chefs-d'œuvre. Et par conséquent, prenons le temps et faisons des chefs-d'œuvre plutôt que de nous précipiter à vouloir par la quantité combler ce qui serait une lacune de qualité. Donc nous préférons la haute qualité plutôt que la quantité. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Nicolas de Villiers. D'abord pour l'audace et puis j'allais dire l'enthousiasme du Puy du Fou à aller de l'avant, parce que c'est pas vraiment dans l'air du temps et cela fait du bien. On le voit puisque le public est au rendez-vous, puisqu'il était chaque année de plus en plus nombreux. En tout cas, merci pour cet élan que vous nous donnez à tous. Très joyeux Noël et puis belle réussite dans tous vos projets. Merci beaucoup. Très bon Noël à vous, merci infiniment. Au revoir. Pour continuer dans la découverte de la foisonnante diversification du Puy du Fou, je reçois en studio dans le MAC Culture Guénaëlle Barusso, autrice et rédactrice en chef du magazine Le Panache, édité par la toute nouvelle maison d'édition du Puy du Fou. Si je vous dis Puy du Fou, vous pensez Grand Parc, Ciné-Sénie, éventuellement Chasse au trésor et Excalibur, mais pas spontanément magazine et BD. Pourtant, voilà déjà 1 an qu'est né Puy du Fou Édition, dont le mensuel jeunesse Le Panache compte aujourd'hui plus de 10 000 abonnés. Pourquoi le Puy du Fou, reconnu pour la créativité de ses spectacles vivants, s'est-il lancé dans l'aventure de l'édition ? Quel est le choix éditorial de la maison ? Pourquoi se diversifier si vite en créant dès la première année un magazine et une BD ? De nombreuses questions que mon invitée de ce magazine, Gaëlle Burasso, rédactrice en chef aux éditions du Puy du Fou et autrice de romans de jeunesse, va essayer de répondre avec moi. Bonjour Gaëlle Burasso. Bonjour. Alors, on sait bien que les équipes du Puy du Fou se lancent perpétuellement de nouveaux défis, mais pourquoi finalement avoir voulu créer sa propre maison d'édition ? On sait bien que le cœur de métier du Puy du Fou, c'est le spectacle vivant, comme je le disais, et puis finalement, il existe quand même déjà une multitude de maisons d'édition, alors pourquoi une nouvelle de plus ? Je crois que c'est un prolongement assez naturel, puisque le cœur du Puy du Fou, c'est raconter des histoires. Et raconter des histoires, ça peut se faire évidemment par plusieurs canaux, et les spectacles en sont un, qui évidemment a fait ses preuves dans le cadre du Puy du Fou. Et raconter des histoires, naturellement, alors moi je viens du milieu éditorial, c'est aussi sous la forme écrite. Ça permettait aussi d'avoir une fidélité avec toutes les personnes qui viennent au Puy du Fou, qui vivent une expérience, qui sont plongées dans des époques, dans l'histoire de France pendant 1-2 journées et qui voulaient prolonger cette expérience toute l'année. Et donc, naturellement, un magazine, en particulier un mensuel, qui renouvelle ce rendez-vous tous les mois, permettait de prolonger comme ça cette immersion dans l'histoire de France. Vous avez un petit peu répondu, mais parce que justement, on entend un peu dans le titre du magazine, déjà, le panache, dans le nom des héros, par exemple, de la bande dessinée, Jacques et Vic, il y a une certaine résonance avec certains des spectacles du Grand Parc. Est-ce que finalement le contenu des publications se nourrit des spectacles présentés au Grand Parc ? Alors, notre magazine, Le Panache, n'est pas un magazine sur le Puy du Fou. C'est pas un magazine sur les spectacles, on parle pas du parc, mais on s'appuie exactement sur les mêmes piliers que sont en particulier donc l'histoire de France, puisque c'est un magazine qui raconte la France, toutes les histoires qui racontent la France. D'autre part, l'imaginaire, puisqu'on a aussi, on fait aussi œuvre de fiction. Et puis, par ailleurs, effectivement, une mise en avant de l'héroïsme, comme c'est le cas dans l'ensemble des spectacles. Imaginaire, héroïsme, histoire et aventure. C'est peut-être le 4e pilier qu'on a également intégré dans nos publications au sein de Puy du Fou Édition. Vous parlez justement aventure, histoire, héroïsme. Alors, vous adressez aussi bien à un public féminin que masculin. Aussi bien. Alors, on va peut-être préciser, c'est les 8-13 ans. Exactement. Déjà, peut-être pourquoi cette tranche d'âge ? Et d'autre part, deuxième question, finalement, intéresser des filles et des garçons de cet âge, c'est pas évident de trouver des sujets communs, si ?
Je crois au contraire que sur cette tranche d'âge 8-13, on réussit à avoir, en particulier quand on parle d'histoire de France, qui est notre histoire à tous, quelque chose qui touche tous les enfants, quel que soit effectivement le sexe ou l'âge. On voit bien qu'il y a un intérêt commun pour l'histoire de France. Et l'histoire de France, elle est riche de personnages masculins, de héros, elle est riche aussi d'héroïnes. Et on le voit bien dans nos spectacles où on rencontre à la fois Marguerite, Jeanne d'Arc, mais aussi Charette ou Clovis. Donc on souhaitait, au sein de Puy du Fou Éditions, en particulier dans le magazine Le Panache, on souhaitait mettre à l'honneur et des grandes figures féminines, des figures masculines, et puis alterner des héros des deux sexes. Dans les spectacles, il y a quand même un fort ancrage régional, vendéen. On le retrouve aussi dans le magazine ? Alors pas du tout. Le magazine s'adresse vraiment à les enfants de toute la France. Donc on parle aussi bien de régions, de toutes les régions, de l'Alsace, de la Provence, etc. Le but, c'est vraiment de mettre en avant le patrimoine français, à la fois dans ses paysages, dans son histoire, dans ses traditions, dans sa gastronomie, etc. Et donc d'étendre à l'ensemble du pays, à l'ensemble de la France, les sujets dont on traite dans notre magazine. Après, c'est vrai qu'il y a un ancrage initial en Vendée, et on le voit en particulier avec la bande dessinée, qui est une bande dessinée qu'on trouve dans le magazine, dans le Panache, en épisode. Et cette bande dessinée, elle commence en Vendée. Le petit garçon, Jacques, le jeune héros, il est vendéen. Et il ne vous aura pas échappé que c'est aussi un nom qu'on retrouve, un prénom qu'on retrouve tout au long de la cinécénie. Donc bien sûr, il y a beaucoup de clins d'œil. Il y a vraiment un ancrage qui est vendéen. Mais l'idée, c'était d'élargir à l'ensemble de la France. Oui, c'est ça. Donc on n'est pas obligé d'avoir été déjà au Grand Parc ou d'avoir déjà vu la cinécénie pour comprendre l'histoire, en tout cas de cette bande dessinée Jacques, Vic et Otto. Avant de parler un petit peu des contenus, moi je me disais quand même qu'à l'heure du numérique, lancer un magazine papier, c'est vraiment une gageure, hein, parce qu'on sait très bien que d'un point de vue économique, la presse, c'est pas, avec le prix du papier, c'est pas ce qu'il y a de plus simple aujourd'hui, en termes de diffusion aussi. Puis alors là, je vais carrément être un peu provocatrice, mais est-ce que les jeunes, ils lisent encore des livres ou des magazines sur papier ? Alors, c'est exactement ce qu'on souhaite, c'est qu'ils lisent des magazines et des livres sur papier, et on pense qu'il faut justement leur offrir la possibilité de le faire pour susciter chez eux, enfin en tout cas pour qu'ils retrouvent ce plaisir de la lecture. Et effectivement, on est peut-être dans une société qui les incite assez peu à lire, et nous, on avait à cœur de restaurer ce rapport au texte et au texte écrit, aux images aussi, puisque c'est un magazine qui est très richement illustré, et la bande dessinée, naturellement, on a aussi cette dimension-là. Donc, on souhaitait vraiment avoir ce rapport à l'écrit qui est fondamental, évidemment, dans les apprentissages d'enfants, surtout à ces âges-là, et de faire aussi de nos abonnés des futurs lecteurs. Moi, je sais, parce que j'ai beaucoup écrit pour la jeunesse, comme le rapport qu'on va avoir ensuite à la lecture et au livre, ça se joue souvent à ces âges-là. C'est très difficile de développer un goût pour la lecture quand on n'a pas du tout lu enfant. C'est souvent les souvenirs de nos lectures enfants qui font de nous des grands lecteurs. Donc, on a évidemment une responsabilité qui est très importante, faire des futurs lecteurs. Et en même temps, on a aussi un vrai plaisir à mettre en avant la langue française écrite, à mettre en avant des jeunes illustrateurs talentueux, à faire appel à des artistes français qui ont quelque chose à offrir, je crois, à la jeunesse d'aujourd'hui, à travers les textes et à travers les illustrations. Mais vous avez raison de dire qu'un magazine, c'est sans doute une gageure. Moi, je dirais que c'est carrément un acte de foi et d'espérance que de monter une maison d'édition aujourd'hui. Et j'avais justement, c'est ce qui me plaisait beaucoup dans cette aventure, c'était de participer à cet acte-là et poser cet acte de foi, de croire que la jeunesse a besoin de beaux textes et de belles illustrations pour grandir. Et les jeunes avec donc ce plaisir d'avoir des rendez-vous, parce que vous le disiez, Jacques, Vic et Otto, finalement, on les retrouve, ces trois héros, tout au long du magazine. Il se construit un petit peu, justement, il y a des rendez-vous, comment ils sont, ces thématiques, comment vous construisez ce magazine ? Alors, le magazine, à chaque fois, a effectivement un thème. Donc, par exemple, les reines de France, un thème sur... à chaque fois, c'est quelque chose de très ancré dans le patrimoine français. Donc, ça peut être une invention française. On a eu un numéro sur le cinéma. Ça peut être une figure de l'histoire de France. Ça peut être, je ne sais pas, l'aéropostale, les forêts françaises. Enfin, voilà. On a des thèmes différents. Et
À l'intérieur, ensuite, on a donc 3 grandes parties. La première partie, c'est une grande histoire, une fiction, qui est écrite à chaque fois par un auteur différent et illustrée par un illustrateur qui change d'un magazine à l'autre. On a ensuite une partie rubrique, qui représente à peu près un tiers. Donc des rubriques qui sont peut-être plus documentaires, en histoire, en géographie, et qui se rapportent aussi au thème. Et puis, on termine avec 8 planches de BD inédites. Ce sont donc des aventures qui se présentent sous forme d'épisodes. Et donc, c'est effectivement l'histoire de Jacques Vic et Otto qui traversent toute la France en 1944. Et donc, qu'on peut retrouver effectivement dans cette BD. Donc, ça a été rassemblé autour d'une bande dessinée. Peut-être, avant de terminer, comment finalement, vous dites que c'est un défi, monter une maison d'édition aujourd'hui, mais le défi, il est aussi dans la distribution. Comment se fait la diffusion? Où est-ce qu'on peut trouver le panache ou alors la BD? Parce que j'imagine que vous n'avez pas encore, le Puy du Fou, même s'il a toujours une ambition de grandir votre propre circuit de distribution. Non, effectivement, c'est Hachette qui distribue notre bande dessinée. Pour le journal, c'est un abonnement, c'est uniquement sur abonnement. Donc, c'est sur le site Puy du Fou Édition qu'on peut s'abonner pour recevoir le journal tous les mois. Et quant à la bande dessinée, on peut la trouver dans toutes les librairies qui sont distribuées par Hachette. Alors déjà, beaucoup de choses en un an, mais je connais le Puy du Fou, ils ne vont pas s'arrêter là. Donc, j'imagine que le Puy du Fou Édition aussi a d'autres projets. Peut-être va être un autre lectorat, un autre tranche d'âge. Alors là, on essaye vraiment de développer l'idée de Puy du Fou Édition, c'est de proposer des fictions historiques à la jeunesse. Donc pour le moment, notre cible, c'est vraiment la jeunesse. Et donc, on a effectivement cette bande dessinée qui est directement issue du panache, mais on a aussi d'autres projets de séries, de romans pour la jeunesse, à chaque fois avec un rapport fort à l'histoire de France qui est abordé systématiquement à hauteur d'enfant. Parce que vous disiez tout à l'heure, effectivement, il faut prendre le lecteur peut-être jeune pour le former. Et moi, je pense particulièrement aussi à ces histoires qui se partagent quand on est peut-être encore un peu plus jeune, où là, c'est peut-être les parents, les grands-parents qui lisent avec l'enfant. Et du coup, plus jeune, vous envisagez un petit peu de vous adresser à un public plus jeune? Ah oui, on y pense, parce qu'effectivement, moi, je suis absolument convaincue de l'importance d'initier très tôt à la lecture. Et puis, on est aussi on aime beaucoup l'idée d'avoir un magazine familial qui puisse se partager. Et ça nous fait toujours très plaisir d'avoir des retours, en particulier par le courrier des lecteurs, de familles, de grands-parents qui nous écrivent, qui disent on lit le panache d'abord et puis ensuite on partage avec nos enfants, ou de fratries qui nous disent que le panache passe finalement de main en main, et y compris entre les mains des parents, parce qu'on avait vraiment le souhait aussi de fédérer les familles autour d'une lecture commune. Parce que, évidemment, le plaisir quand même du mensuel, c'est d'attendre son numéro chaque mois. Exactement, et on est vraiment ravis de savoir que beaucoup d'enfants l'attendent. On reçoit énormément de courriers au courrier des lecteurs, et on sent bien qu'il y a cette impatience systématiquement quand un numéro sort de découvrir le suivant. En tout cas, merci beaucoup Gaëlle Barusso de nous avoir présenté cette nouvelle filiale du Puy du Fou, les éditions du Puy du Fou, dont vous êtes une des rédactrices en chef. Merci, longue vie à Jacques, Vic et Otto. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. En cette période de frilosité dans les initiatives, face à un avenir incertain, le Puy du Fou continue à innover, créer et nous émerveiller. Nicolas Villiers, son président, nous l'a dit, les projets ne manquent pas au Puy du Fou, qui est prêt à relever des défis pour partager les valeurs qui l'animent. Défis comme créer sa propre maison d'édition, Puy du Fou Édition, que nous a présenté Guénaëlle Barusso, rédactrice en chef. Une dynamique portée par des équipes convaincues, mais aussi par un public toujours plus nombreux. Quelle meilleure récompense! Le Mag Culture de cette semaine s'achève. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine pour une nouvelle actualité sur la vie culturelle dans notre région.